Nina, coucou. Coucou. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Merci énormément, c'est un immense honneur. Je t'aime tellement, je suis trop fan de toi. Merci, c'est trop gentil. Non, merci pour l'invite, surtout. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi. Oh, mais vraiment que t'aies accepté et que tu sois là, c'est... Enfin, tu vois, tu remplis ma journée de bonheur. J'ai démarré en me disant Nina sera là aujourd'hui, donc voilà, merci pour ça. T'es ma touche positive. Merci. Bah, quand je me suis levée, t'as été ma touche positive aussi, figure-toi. Donc, je suis contente de le partager avec toi. Quel immense bonheur. Je vais expliquer dans la présentation que je vais faire de toi déjà ton parcours, parce que tu es une immense chef pâtissière. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est mon interview, donc je le dis. Mais il y a tout un parcours et aussi le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Donc je vais commencer tout de suite. Ton introduction fait tout ça. Hein. Voilà, l'introduction de Nina. Non mais t'as un parcours tellement riche en même temps. Donc tu as été élue meilleure pâtissière du monde en 2023 par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Et en 2024, attention accent anglais, par les Awards 50 Best Restaurants. J'ai pas tenté le 50, mais voilà, le cas y était. La pâtisserie, c'est donc une révélation qui a été progressive pour toi. D'abord à 16 ans, pendant une année au Mexique où tu décides de devenir boulangère, que tu deviens à La Rochelle, puis en Australie à tes 20 ans. Tu reviens ensuite en France et tu décides de passer ton CAP pâtisserie en 2009. T'as vu, on a bossé. Hein. Ouais, bravo. J'ai assisté à ton talk ultra passionnant à Change Now, donc où on s'est rencontrés l'année dernière. Et tu disais que la pâtisserie, c'était avant tout une histoire d'amis pour toi. Toi, t'as commencé dans une petite salle à réquisitionner tous tes amis. T'as vu, j'avais bien écouté à l'époque, hein. Tous tes amis pour faire du feuilletage et puis plein d'autres choses. Et petit à petit, ça a grandi jusqu'en 2020 où tu inaugures ton premier établissement, la Délicatisserie à Issy-les-Moulineaux. Aujourd'hui, t'en as deux autres à La Rochelle, dont tu es originaire. Donc, la première s'appelle Le Fournil. Ensuite, on a chez Paya, je le prononce bien. Oui. Parfait. Et à Paris, donc il y a aussi plusieurs points de vente qui sont tous indiqués sur ton site ninamétayer.com. Après cette magnifique introduction de ta magnifique personne, que je suis encore une fois très honorée d'avoir ici, j'ai envie de te demander, c'est quoi les valeurs de la délicatisserie ? Déjà, merci pour cette belle introduction. Ça fait plaisir, ça Ça correspond. Ça fait, oui, c'est trop chouette. Merci. Ça va, j'ai pas fait d'erreur. C'est parfait. Ah, super. Non, trop bien. En fait, moi, les valeurs, la pâtisserie, ça rassemble les gens dans quelque chose de positif où ça nous emmène du plaisir, du bonheur et finalement, c'est ces petites choses-là qui ont le plus d'importance dans la vie. Et les valeurs de la pâtisserie, c'est de rassembler d'abord la générosité qui va autour, le fait d'offrir un gâteau à quelqu'un, de faire pour quelqu'un. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Et en fait, moi au départ, j'aimais pas les gâteaux et je voulais pas être pâtissière, quoi. C'était pas l'objectif. Donc c'est arrivé petit à petit, mais c'est arrivé parce que j'ai admiré certaines personnes, j'admirais mes mentors, hein, que j'ai encore maintenant, et j'ai voulu devenir un peu comme eux, c'est-à-dire procurer des émotions aux gens. Quel type d'émotion ? Tu t'es dit que c'était quoi justement que tu voulais faire ressentir aux gens à travers ton travail ? Alors déjà, il y a la première émotion, c'était quand il se passe quelque chose hors du temps. Et quand est-ce qu'il se passe quelque chose hors du temps ? J'ai appris au fur et à mesure qu'en fait, c'est quand il y a les 5 sens qui sont réunis à ce moment-là. C'est-à-dire que souvent, quand on va manger un gâteau, déjà, on va voir le gâteau. On a où est-ce qu'on le mange, le gâteau. Mais on a, est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il a l'air gourmand ? Parfois, c'est pas forcément est-ce qu'il est beau, c'est juste est-ce que il va être... il va avoir cet aspect peut-être moelleux, peut-être fondant, peut-être transparent, enfin tout ça. Ensuite, on va avoir l'odeur. Ensuite, on va avoir le toucher. Donc, on va mettre sa cuillère dedans. Ça va peut-être avoir un aspect un peu léger, puis plus fondant, puis craquant. Après tout ça, il y a l'ouïe. Donc là, il y a, on va arriver dans les craquements, dans le bruit d'une mousse qui va, l'air qui va faire voilà. Et puis après, on a le goût. Et en fait, tout ça nous plonge dans un moment où là, c'est ce moment qui est finalement extrêmement rapide et qui ne dure pas dans le temps, qui va durer pour toujours dans notre état d'esprit, qui va nous... Et dès qu'on va être replongé dans cette émotion-là, ça va nous procurer un moment de plaisir. J'adore. Et si on parle d'émotion, si ma mémoire est bonne, à l'époque, à Change Now, t'avais dit que t'aimais bien aussi revisiter et reproduire des petites Madeleines de Proust, des plaisirs d'enfance. Toi, elle prend quelle place, cette part de l'enfant intérieur, aujourd'hui, dans ton travail pour s'exprimer ? Alors en fait, moi quand j'étais enfant, je mangeais pas beaucoup de gâteaux. Donc j'ai pas forcément alors si j'aime bien le pain beurré, on va retrouver souvent le croustillant
j'aime bien rajouter du croustillant et je pense que ça vient de la tartine où je mettais du pain et peut-être un peu de sucre dessus. Et puis, mais en fait, moi, je pense que finalement, mon enfant intérieur qui me pousse à être ce que je suis maintenant, et ben c'est un peu la petite fille un peu style Fifi Brin d'Acier que j'adorais et qui était un peu Fifi Brin d'Acier pour moi c'était un peu je vais pas dire mon idole mais j'aurais rêvé avoir sa vie parce que elle était libre, elle faisait plein de bêtises et cette insouciance et ce côté extrêmement pleine d'expérience en fait. J'adore. Et ben c'est cet enfant-là que je veux garder. C'est-à-dire que celui-là je le préserve au maximum sur tout est possible. Et voilà. C'est extra. Et comment justement ça se transcrit dans ton travail au quotidien? Qu'est-ce qui fait pour vraiment englober la question, qui fait que si on mêle les valeurs de la délicatisserie, ton enfant intérieur, plein d'autres choses, t'as envie vraiment de te lever le matin et trouver du sens tous les jours dans ce que tu fais et d'être aligné avec toi-même? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà quand je me lève le matin, je veux être heureuse. Ça c'est mon premier but. Donc je me lève le matin, parfois j'ai pas envie de me lever, comme tout le monde, hein. Pas mentir non plus. C'est dur, le réveil sonne, il est 3 heures du matin, on n'a pas beaucoup dormi, les enfants sont réveillés, et on se dit ok c'est pas grave, de toute façon non, ça c'est fait, je pourrais pas le changer. Donc autant essayer de faire en sorte que ce soit chouette. Et là, du coup je suis heureuse d'aller retrouver mes équipes. Et mes équipes pour faire quoi? Finalement pour aller passer un bon moment ensemble. Alors la nuit j'ai envie de dire c'est presque plus facile. Parce que, avant 8 heures du matin, il n'y a pas de problème. Il y a des petits problèmes qu'on peut régler. C'est trop cuit, on recommence. La plaque est tombée, on la recommence. En fait, les vrais problèmes n'existent pas vraiment encore, où il y a encore beaucoup de solutions avant que ce soit un problème. Et donc ça, c'est ce côté un peu esprit d'équipe complètement hors du temps, où on met la musique, où on avance, on est super efficace. C'est un peu pour moi, c'est un peu les 3-4 heures d'or qui sont magiques. Et ensuite, après, on fait tout ce travail pour apporter des gourmandises assez simples, finalement. Parce que la pâtisserie, c'est quoi? La pâtisserie, c'est... on va essayer de tirer un peu les ficelles, justement, de l'émotion, du plaisir, du côté gourmand. Et souvent, quand on est petit, quand on mange un gâteau, c'est du plaisir. Donc, c'est dans un moment qui est doux, qui est réconfortant, qui est un peu un petit nuage. Et nous, l'idée, c'est qu'on plonge nos gourmands dans ce petit nuage-là. Donc, il faut se mettre à leur place. Et donc, dès qu'on fait un gâteau, moi, je dis à mes équipes, gourmandise, générosité, fais-le pour toi, pour les gens que t'aimes. Et je leur pose toujours la question, à qui t'as envie de faire un gâteau aujourd'hui? Ouais. Et projette-toi que tu vas le faire pour cette personne-là. Parce qu'on a un métier qui est parfois un peu dur dans la répétition du geste. Donc, quand on fait un gâteau, on en fait 300, 200, enfin. Et donc, on va refaire le même geste tout le temps. On va devoir répondre à des petites contraintes qui arrivent. Voilà, les fraises sont un peu grosses, elles sont un peu plus petites. Comment je la coupe? C'est tombé. Mais si on le fait pour quelqu'un qu'on aime, on va le faire bien. Ça serait pas l'amour, du coup, le secret? L'amour du geste, l'amour du métier et l'amour aussi de la personne, imaginaire ou pas, à qui on imagine faire ce cadeau, de faire cette pâtisserie? Je pense qu'il faut avoir cet amour et cette générosité pour le faire bien. De toute façon, on peut pas faire bien notre métier si on n'aime pas le faire. On le fera, mais pas forcément bien. Ou en tout cas, même si on prend pas de plaisir à le faire, c'est triste. Ça veut dire qu'on passe un mauvais moment. Donc, ça sert à rien de le faire. Et moi, je leur dis, si t'as pas envie de faire ce gâteau, tu me le dis. On change, tu changes de poste. Là, tu te mets sur les cuissons, à la limite, si t'as envie. Mais arrête de faire des pavlovas. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi j'entends beaucoup que la pâtisserie c'est vraiment une science exacte, c'est de la chimie et c'est probablement le cas, hein, c'est vraiment du dosage, mais de ce que je comprends, il y a vraiment une part de nous qu'on met et d'émotion qui se sent du coup dans le travail et qui est importante. C'est très important. Que j'appelle l'amour du coup. Oui. Mais l'amour, on peut le sentir, ou en tout cas si on est... Alors au début, quand on est pâtissier, on apprend. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, on va pas le ressentir. Ça, d'abord, il faut apprendre les bases, comment on fait une pâte sucrée, comment on va faire une crème, et on va être dans l'aspect très technique. Et une fois qu'on sait qu'en fait, on a intégré, on a digéré cette technique, finalement, elle va couler de source, quoi. C'est-à-dire que nos mains, c'est comme... J'imagine, alors je suis pas musicienne, mais un musicien, il va jouer comme ça sans même réfléchir. Et en fait, nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nos mains vont prendre le relais. Et là, il y a notre tête qui va pouvoir avoir ces petits détails qui vont faire que finalement, des choses simples, on peut faire des choses extraordinaires. Parce que, comment? C'est-à-dire à quel moment je vais arrêter de mélanger?
La fraise, si je la pose comme ça ou comme ça n'a rien à voir visuellement à la fin. Si ma petite gelée, je la coupe à 1 centimètre de plus ou 1 centimètre de moins, et quand il se passe quelque chose, c'est parce qu'il y a l'alignement de tous les petits détails qu'on voit pas, mais qui sont pas mis par hasard. Ouais. Et c'est là où l'émotion qu'on met dans chaque dessert, et dans chaque dessert va être différent. Parce qu'on va pas le faire, parce c'est à chaque fois un moment différent. Ouais. Du matin, de notre journée, même de notre année. Si je fais un dessert, la même tarte citron lundi, elle sera différente un tout petit peu. Ça se sentira pas sur... voilà. Mais moi, je sais. De mardi, mais elle sera tout aussi bonne. Elle aura peut-être un équilibre légèrement différent, parce qu'il y aura une température différente, parce que mon citron sera pas le même, parce que peut-être que... Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver et qui sont pas les mêmes qu'hier, quoi. Mais je trouve ça ouf parce que quand t'en parles, on sent vraiment, même dans tes yeux, et puis j'ai vu plein d'interviews de toi, que t'es animée, qu'il y a vraiment une passion, alors qu'à la base, je l'ai dit dans la longue introduction, c'était pas une évidence depuis petite de vouloir faire ce métier. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, après tout ce temps, et puis surtout, après avoir été élue, encore une fois, on se prosterne, meilleure pâtissière du monde, qu'est-ce qui fait que t'as toujours la flamme, en fait? C'est quoi qui t'anime? Tout à l'heure, t'as dit que oui, ton why, c'était un petit peu ça, les émotions, etc. Mais c'est quoi qui fait que t'as encore cette excitation de mettre tout cet amour dans ton travail? Alors déjà, moi... ce qui me plaît dans mon travail, j'ai pas aimé la pâtisserie pour la pâtisserie. J'ai aimé la pâtisserie pour le côté dépassement de soi quotidien. Et puis, j'aime bien vivre 1000 aventures. Et finalement, au départ, je pensais pas aimer les gâteaux. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, Camille Le Sec, mon mentor, hein, qui m'a transmis cette passion. Parce que je pense que la passion, ça se transmet. Et en fait, qui m'a transmis cette passion. Ensuite, j'ai rencontré Amandine Chéniaud, Jean-François Piège, plein de personnes comme ça, qui m'ont donné le challenge supplémentaire à chaque fois, qui m'ont emmené sur la marche du dessus que j'avais pas encore. Et c'est comme Mathieu, mon mari. Et en fait, souvent, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais en fait, c'est important. Moi, je pourrais pas être une femme aussi accomplie si lui, il m'accompagnait pas dans ce projet, s'il me soutenait pas, si il apprenait pas à faire tout ce que moi non plus, je ne sais pas faire ou j'ai pas forcément le temps d'apprendre à faire. Et je pense que finalement, l'entourage qu'on a, que ce soit familial, amical ou professionnel, est le moteur de tous les projets qu'on va mener. Parce que si j'étais toute seule, j'aurais été incapable de faire tout ça. Ou en tout cas très mal, peut-être. Et en fait, les projets des uns, les projets des autres vont s'assembler pour en faire un nouveau. Et c'est l'étape suivante, pouvoir avoir toujours des choses que je sais pas faire, que j'ai envie d'apprendre à faire. Avoir ce petit côté stress positif en me disant j'ai envie d'essayer, je me sens pas encore les compétences, mais on va faire en sorte de connaître. Apprendre. Ouais, apprendre. La curiosité. Et puis ce petit goût du risque de on va tenter un truc encore un peu au-dessus. J'adore, mais l'entourage, je rejoins à 10 000 complètement, c'est primordial. Mais qu'est-ce qui te reste à accomplir, Nina Métayer, quand tu as été élue meilleure pâtissière du monde? Là, tu parlais de challenge il y a quelques secondes. C'est quoi les challenges que tu as encore? Qu'est-ce qui te reste derrière? J'en ai plein. Alors, en fait, j'ai la chance, ces titres, ils m'ont surtout apporté beaucoup de choses positives pour mettre en lumière notre travail du quotidien. Parce que notre travail du quotidien, c'est faire des gâteaux tous les jours et répéter les gâteaux tous les jours avec la même énergie. Un gâteau, c'est un jour de vie. Donc, on va les recommencer, on va les recommencer, on va en développer d'autres, on va grandir l'équipe. En fait, moi, mon rêve que j'ai toujours eu, c'est toujours le même, c'est de me lever le matin, d'être heureuse d'aller au travail, d'être heureuse quand je rentre chez moi. Parce que cet équilibre-là, moi, je pense qu'on peut pas les séparer. Alors, j'ai eu la chance de vivre dans une famille d'entrepreneurs avec les choses positives comme plus compliquées. Et au départ, je me disais non, moi je veux être salariée, je veux avoir un confort de vie, je veux avoir mes 5 semaines de congés payés, un salaire assuré à la fin du mois et ne pas me poser une question sur comment ça va se passer. Jusqu'au moment où finalement, j'ai switché. Comment? C'était quoi le déclic? Bon, je m'ennuyais. En fait, on me disait surtout fais pas plus. Ouais. Si on me dit surtout fais pas plus, bon, ouais. Si je suis dans mon petit ennui et tout, ça va pas me rendre heureuse. T'avais besoin d'être vraiment animée et de porter quelque chose, quoi. Un message, ouais, j'avais besoin de me lever le matin avec beaucoup d'énergie. Et si on me dit, si on me dit fais pas plus, je trouve quoi comme énergie, voilà.
Alors, je sais plus où je voulais en venir, mais du coup, qu'est-ce qui m'anime vraiment? C'est quoi mon rêve? C'est de continuer à me lever le matin heureuse, d'avoir et de rentrer chez moi à la fin, d'avoir le sentiment d'une journée accomplie, d'avoir résolu plein de problèmes. J'adore résoudre des problèmes. D'avoir en tout cas d'autres challenges à accomplir pour le lendemain. Et puis de pouvoir aussi profiter d'un autre moment. Parce que dans la journée, il y a plein de moments différents. Il y a des moments pour soi, des moments en famille, des moments entre amis. Et chaque moment est tout aussi important les uns que les autres. Mes moments avec les collègues sont tout aussi importants que mes moments pour moi. Et en fait, ce petit côté de bonheur très simple, c'est mon rêve de toujours. Et il est remis en question, en fait, à chaque seconde de ma vie. Donc c'est déjà... il faut quand même rester concentré sur ça. Ok. Parce qu'on peut toujours se laisser happer par des pensées où oui, bah là c'est bon, j'ai raté, c'est une mauvaise journée parce que j'ai renversé mon café, parce que après ça s'enchaîne. Et si on voit que le négatif, du coup ça va s'enchaîner du côté négatif. Ouais. Mais si finalement j'ai renversé mon café devient je ferai attention la prochaine fois, ou alors je vais nettoyer mon café, finalement je me détends parce que c'est le moment où j'allais être un peu tendue, si je l'ai renversé c'est pas par hasard. Ça va peut-être me faire réfléchir on va peut-être recentrer cette journée sur l'essentiel, des petits détails. Et finalement après j'ai plein d'autres rêves comme par exemple monter ma boulangerie au Mexique. On revient au Mexique. Comme oui, développer encore, grandir cette équipe incroyable, et puis plein d'autres projets qui sont en cours de réflexion. Après, on verra. Exceptionnel. Tu dégages énormément de positivité et tu viens d'en parler justement. Tu crois à la loi de l'attraction, toi? J'ai l'impression que le positif attire le positif et au contraire que le négatif, peut-être, c'est une spirale. Ah, j'en suis persuadée. C'est pas que j'y crois, c'est que j'en suis persuadée et je le vois au quotidien. Parce que même parfois, j'ai des équipes qui... En fait, j'ai une petite phrase... J'ai ce petit week-end type imaginons, qui pourrait arriver. C'est une famille qui part en week-end. Ils sont en panne sur la route, en plein hiver. Et puis finalement, ils arrivent dans leur maison et là, il y a plus d'électricité. Et puis du coup, l'effet est qu'ils tombent en panne, il y a plus d'électricité. Et puis ensuite, finalement, les enfants sont malades, admettons. Et puis voilà, donc ça c'est l'effet. Et en fait, on peut très bien le voir c'était horrible, on était sur la route, on est arrivé, on avait froid, il y avait pas de lumière, on a dû dormir dans le froid. Ensuite, les enfants étaient malades, j'ai dû nettoyer du vomi ou des trucs comme ça toute la nuit, le truc horrible de parents. Et du coup, on a passé le week-end en stress, à chercher des médecins, etc., ou je sais pas. Et on peut très bien voir dans l'autre sens, on était en panne sur la route. Du coup, on s'est tous mis à essayer de trouver, on s'est mis en sécurité, on a trouvé des jeux un peu sympas. Finalement, on a été remorqué assez vite et on a pu arriver à la maison. Alors, il n'y a plus d'électricité. Ok, mais du coup, ça nous a permis d'utiliser nos bougies dans le placard qu'on n'avait jamais utilisé. On a mangé la bougie, nos petites boîtes de conserve. Les enfants étaient trop contents parce que ça a fait un petit peu l'événement du week-end où on a vécu une expérience incroyable. On a dormi tous ensemble dans la même chambre, on a mis des grosses couettes, des gros pulls, etc. C'était drôle. Elle était malade, mais elle va mieux maintenant, donc tout va bien. Et puis finalement, on a passé un trop chouette moment en famille. Ça fait des souvenirs. Et voilà. En fait, on a deux façons de voir les choses. Et on choisit lequel on veut voir. Une question de point de vue et de perception. J'adore. Ouais. Et puis le lendemain, du coup, quand j'arrive au travail, si on me demande comment mon week-end s'est passé, j'aurais pu dire c'est horrible. C'est passé le pire week-end de ma vie, etc. Ou, en fait, j'ai vécu un week-end incroyable, on a fait ça. Et du coup, tout d'un coup, rien que le fait de dire que j'ai passé un bon week-end, ma semaine va bien commencer. La tienne et aussi celle des autres, parce qu'on peut parler de l'effet papillon dans ce sens-là. C'est qu'en plus, toi, t'es leader, t'es chef d'entreprise. Il y a un peu ce devoir d'exemplarité, du coup, où tu vas conditionner aussi l'état d'esprit, le mindset, la motivation ou la démotivation de ton équipe. Si t'arrives et qu'effectivement t'es plombante ou quoi, même si eux ils sont super motivés, tu leur fais forcément perdre des points de motivation et au contraire tu leur en fais gagner en étant solaire, positive. Tu penses aussi à ça, à l'impact sur ton équipe et sur l'entourage, pour avoir cet état d'esprit positif? Oui, tout le temps. Et d'ailleurs c'est eux qui me poussent parfois à trouver
à voir les choses du bon côté. Ok. Parce que je peux pas me permettre de voir les choses du mauvais côté. Parce que l'impulsion que je vais donner, eux, ils vont le donner à leur tour, à leurs équipes, à leurs collègues, etc. Et je sais que ça, c'est très important. Et parfois, je me recentre aussi. Parce qu'évidemment, c'est pas non plus gagné tout le temps. On croirait que c'est comme ça tout le temps, mais c'est pas vrai. Donc, à chaque fois que j'ai un peu de négativité, et souvent d'ailleurs, c'est quelqu'un d'extérieur qui me dit « Oula, Nila, on se recentre, pas du tout là. C'est bien en fait, la journée est chouette, regarde, tout va bien. » Mais t'es humaine. Oui, voilà. Et souvent, il y a quand on a créé cette confiance avec nos collaborateurs, avec nos équipes, ils savent, ils nous le disent. Ouais. Parce qu'on a créé ce lien où ils peuvent se permettre de nous le dire. Et nous, on va l'écouter. Et là, on va se dire, OK, merci. Mais c'est exceptionnel parce que j'avais lu, je crois que c'est pas une question que j'avais, si, c'était pour BPI. C'est ça. Donc j'ai la source. T'as fait une interview pour BPI France et t'as parlé justement de l'entrepreneuriat et pas mal de ton management aussi. Oui. Donc je vais te faire réagir à ce que t'as dit et ça va méga m'intéresser du coup qu'on reste dans la continuité de ça. Donc, son équipe, passée de 3 à 80 collaborateurs en seulement quelques années, Nina Mété ne l'oublie pas. Elle les inclut dans toutes ses décisions, évoquant ses projets en « on » plutôt qu'en « je ». Donc, c'est plutôt ce qu'ils ont écrit sur toi. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est vraiment un management humain. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta vision vraiment du management pour compléter ce que tu viens de dire sur vraiment cette question de ils ont le droit de me parler, je les écoute, je peux me remettre en question, considérer. C'est quoi ta vision du management humain, de tous les sujets de la confiance, la transparence? Tu peux un petit peu plus nous décrire? Moi, je pense que de toute façon, on a cette relation qu'on doit créer. C'est essentiel. Ça commence par la transparence. Et il faut se dire les choses. La sincérité est extrêmement important. Et puis ensuite, quand on a créé cette relation de sincérité, de confiance, etc., il faut motiver aussi nos équipes, il faut leur faire confiance. Et parfois, ils ont des projets. Et moi, je sais que ma boîte, elle a grandi grâce aux projets de mes collaborateurs. Alors, parfois, des gens de la famille, parce que je travaille aussi avec mon mari, mes sœurs, etc. Mais aussi, j'ai envie de dire que de Chloé. Chloé, ça a été ma chef de production pendant longtemps qui a construit la délicatisserie avec moi. Et maintenant, c'est grâce à elle aussi qu'on est à La Rochelle. Parce que elle voulait déménager à La Rochelle. C'était un projet au départ personnel où elle m'a dit qu'elle voulait partir à La Rochelle, avoir une famille, une maison et puis au bord de la mer. Et c'est là où on a commencé à construire le projet. Et je l'aurais sûrement pas fait à ce moment-là, ni comme ça si elle n'était pas là. Et donc elle a porté ce projet-là. Ensuite, j'ai aussi des amis à La Rochelle que j'ai recrutés qui avaient pour objectif Florian, Marion, etc. de travailler avec moi et d'apporter leurs compétences au service de l'équipe. Et puis finalement, comme ils ont des compétences particulières ou ils aiment des choses particulières, ils vont développer et porter un projet ou alors un développement dans un sens. Et c'est comme ça qu'il sera bien fait. Parce que si un collaborateur a envie de bien faire, il fera bien. Et je pense que cette confiance-là, il faut l'avoir déjà pour que tout le monde se sente épanoui. Parce que c'est très simple, mais si un collaborateur est épanoui, il va être heureux et nous, on va être heureux aussi à côté. Enfin, ça reste très basique. Ouais. Oui, bien sûr. Mais en fait, j'adore parce que ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a une énorme humilité parce qu'on revient au sujet d'avant qui est l'entourage. Tu sais bien t'entourer de personnes qui peut-être ont des meilleures compétences de toi dans d'autres domaines. Bien sûr. Et ça, c'est une forme d'humilité. Est-ce que ça serait pas indispensable aussi dans le management d'arriver aussi à transmettre en se disant, mais même si la personne peut être meilleure que moi, tant mieux en fait. Et mais j'ose espérer que même Chloé est meilleure que moi dans beaucoup de domaines que moi en pâtisserie, même que moi j'ai pas l'occasion de travailler au quotidien. Là ce matin, je pochais avec Manon, ma nouvelle chef de production à Paris, vu que Chloé a déménagé à La Rochelle. Et on pochait toutes les deux et elle poche plus vite et mieux que moi, mais heureusement parce qu'elle poche tous les jours. Moi, j'ai plus l'occasion de pocher aussi souvent et tous les jours comme elle. Et j'espère qu'ils deviendront meilleurs que moi. Sinon, je peux pas tout savoir faire. Si je veux grandir, j'ai besoin de m'entourer des experts dans chaque domaine. Et j'ai besoin, en plus, de leur donner cette confiance en eux pour qu'ils deviennent encore meilleurs. Et c'est vrai que je pense que quelqu'un qui voudrait tout maîtriser, c'est souvent une erreur de jeunesse d'ailleurs.
C'est souvent des erreurs, c'est un peu de l'ego, ou Ben, c'est voilà, exactement ça. en se disant non, moi je sais mieux, alors on va faire ça. Mais en fait, c'est très bien, mais on marche au ralenti dans ce cas-là. Enfin, on peut pas. C'est comme en création. En création, je peux pas j'ai qu'un seul cerveau, donc moi j'ai une seule façon de penser. Donc si on a 4 cerveaux, on aura 4 façons de penser. Et si on en a 10, ben on en aura 10. Donc si on a 10 possibilités, et ben on a plus de chances de réussir que si j'en ai qu'une. J'adore. Voilà. Le on avant le jeu, moi vraiment j'ai lu ça, je me suis dit waouh, masterclass de ouf. Tu viens de nous parler d'un sujet que j'avais prévu, donc j'adore. C'est le fait de travailler entre amis, en famille. Effectivement, t'as dit que tu bossais avec tes sœurs. Hein. C'est pas une sœur, c'est plusieurs sœurs, hein, c'est Oui, ça? mes 2 sœurs. Avec tes 2 sœurs et avec ton mari aussi, Mathieu. Oui. Alors ça, c'est sujet de débat, tu le sais, hein, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment une team, c'est super de travailler avec des gens qu'on connaît, il y a une team, un peu comme les colocs, tu sais, tu vois une autre facette des gens, ça peut virer au cauchemar à éviter absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à toi qui le vis tous les jours? Est-ce que tu l'as déjà peut-être regretté? Est-ce qu'au contraire pour toi, bénédiction? Et comment vous arrivez à conserver ce respect qui peut du coup disparaître quand on prend trop la confiance vu qu'on se connaît tous un petit peu trop? Alors, il y a des hauts et des bas. Et je travaille aussi avec mon père, ma mère, le Ok. cousin de mon mari, etc. Et avec pas mal de mes meilleurs amis. Ok. Et on nous a toujours dit que c'était pas une bonne idée. Et en fait, moi, ça a été la meilleure idée. Alors, je dis pas que c'est facile. Évidemment, on va s'engueuler. Évidemment, chacun va mettre ses idées. Et on va se dire, on va se parler peut-être parfois un peu trop crûment. Parce qu'on prend un peu trop de liberté. Et en fait, les mauvais côtés, ça va être, mais qui sont vite effacés par les bons, évidemment. Sinon, je continuerai pas à faire ça. Mais les mauvais côtés, c'est quand, moi même moi avec mon mari, hein, souvent quand je suis un peu énervée, ça va être le premier à prendre quand je suis pas d'accord avec lui. Je vais pas prendre des pincettes en me disant, on devrait peut-être pas faire comme ça, mais plutôt comme ça. Je vais lui dire de façon pas très sympa, écoute, c'est pas une bonne idée, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, je devrais pas faire ça. Donc, ce qui est bien, c'est que lui, il me connaît, il va dire OK, il va m'envoyer, il va réagir comme s'il réagissait qu'un collaborateur pour qu'on se remette en mode collaborateur. Dans la posture. Voilà, donc on se remet dans la posture. Là, je réfléchis. C'est pas naturel. Il a raison. En fait, j'ai vu son mail hier, il m'a envoyé un process. Moi, les process, j'ai du mal à les mettre en place parfois. Lui, il aime bien. Et c'est vrai que, notamment hier, j'ai pu être un peu brute en disant ça m'intéresse pas. Et en fait, j'avais tort. C'était très bien. Et donc il y a ce côté-là où on va agir de façon un petit peu plus impulsive, mais comme derrière il y a le respect, on sait pourquoi on travaille avec eux. Moi, j'ai une vraie admiration pour son travail. J'ai une vraie admiration pour le travail de mes sœurs, pour le travail de mes parents. Et donc quand on est fatigué, évidemment, on va avoir tendance, parce qu'on sait qu'ils vont nous pardonner, on va avoir tendance à se décharger sur les gens qu'on aime, parce qu'on n'a pas peur de les perdre. Et on sait très bien que c'est pas la vérité, et donc on va revenir en arrière beaucoup plus facilement, on va pardonner beaucoup plus facilement. Et finalement, comme on se connaît, tous les problèmes deviennent se résolvent très facilement. Et après, le gros avantage, c'est qu'en fait, on va dans le même sens. C'est que je sais très bien que je peux compter sur eux les yeux fermés. Je sais qu'on va, on va dans la même direction et je sais qu'ils vont m'ouvrir les yeux quand je fais le mauvais choix aussi. Parce que le plus important, c'est surtout que, parce que c'est peut-être mon nom, c'est peut-être moi qui suis un peu en tête de gondole, mais ils sont tous là pour, on est tous dans le même bateau. Et ils savent tous dans quelle direction on va. Et si moi, je manœuvre un peu trop à droite, hop, ils vont me redresser. Si je manœuvre un peu trop à gauche, ils vont me redresser. Et avec beaucoup plus de... Je dis ça, mais en fait, je travaille avec des collaborateurs en qui j'ai autant confiance que ma famille. Hein. Je parle de Chloé, je parle de plein d'autres gens, etc. Mais aussi, c'est un autre rapport, c'est normal. Mais quand même, il y a cet amour familial qui va au-dessus et qui fait un peu, c'est comme parfois une tempête. On est un bateau dans une petite tempête. Quand ça va pas, on a des vagues un peu plus hautes, et puis quand ça va bien, on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais, j'adore. C'est quoi la citation déjà? C'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu ça, ouais. En tout cas, très esprit d'équipe. Hein. J'adore toi, ça se voit vraiment. Ce que je comprends dans ton discours, c'est seul, je suis rien. J'ai vraiment besoin des autres. Oui. C'est fort. J'adore.
Excellent. Alors, si ça te va, on va rester sur BPI France parce que j'ai adoré vraiment cette interview. Je l'ai trouvée ultra passionnante. T'as dit quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat. T'as dit que pour toi, être entrepreneur, c'est pas un métier, mais ça en est 25. Oui. Et ça m'a interpellée. Donc, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi être entrepreneur? Qu'est-ce que tu vois dans ce mot, dans ce métier? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je pense que déjà être entrepreneur, ça veut dire porter des projets, la responsabilité des projets. C'est une grosse responsabilité. Après, il y a certaines phases d'entrepreneuriat. Au début, j'étais toute petite, donc on n'était pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de responsabilités, heureusement, parce que j'avais pas encore les capacités de prendre plus. Mais pour moi, être entrepreneur, c'est devoir apprendre à faire ce qui est important pour la boîte, donc pour la communauté, pour que ça fonctionne. Donc finalement, ça nous oblige à aller dans des directions dans lesquelles on n'aurait même pas imaginé pouvoir aller, ou même, moi je sais que on m'avait mis dans une catégorie parce que je n'étais pas particulièrement forte à l'école, j'avais du mal à tenir sur ma chaise, donc on m'a mis dans une catégorie où j'étais pas faite pour les mathématiques. Donc j'ai fait L. On m'a dit que c'était plus simple pour moi, mais en fait c'est juste que j'ai remarqué après, donc je pensais pas aimer les maths, je pensais pas aimer les chiffres. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai dû apprendre. Et j'ai appris à les aimer. Okay. Et je les adore. Et c'est là où finalement, je trouve que porter cette responsabilité-là fait que ça nous ouvre des passions qu'on n'aurait pas imaginées non plus. Enfin, moi, un de mes métiers préférés en ce moment, c'est RH. Ah ouais? J'adore parce que j'adore m'occuper des gens et en fait, dans ma journée, je recrute toutes mes équipes de laboratoire de Paris, même les stagiaires, les apprentis, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui les recrute et tout. Ils sont étonnés, non? Oui, au départ, je dis pas. Parfois, ils entendent, mais parce qu'avant, je signais Nina, mais ils répondaient pas, ils pensaient que c'était pas vrai. Bah ouais. Et puis après, il y a la partie aussi un peu plus que là j'ai beaucoup et qu'en fait Mathieu me transmet beaucoup parce que lui il adore ce côté-là, donc j'ai de la chance d'être accompagnée aussi dessus pour avoir quelqu'un qui me forme à ça. Mais comment on développe une société avec tous les risques que ça implique. Donc en fait, c'est si je prends une décision, quels sont les risques, quels sont les avantages, qu'est-ce que je peux perdre et qu'est-ce que je peux gagner. Donc ça c'est intéressant. Après il y a toute la partie logistique qui est très intéressante. Donc comment on fait pour que tout ça fonctionne de façon la plus fluide, la plus confortable, pour gagner du temps, pour avoir le temps de résoudre ces petits problèmes qui vont aller toute la journée. Comment on va faire en sorte d'avoir les meilleurs gâteaux et les plus beaux gâteaux avec les équipes que j'ai là maintenant. Et en fait tout ça, résoudre un grand casse-tête immense, et c'est ça qui me passionne, je pense, le plus. Donc si je résume de tout ce que j'entends, déjà c'est la découverte d'univers que tu t'aurais jamais pensé connaître, peut-être comme les RH, etc. T'as besoin d'être stimulé en fait. C'est peut-être ça pour toi l'entrepreneuriat, c'est tu touches à tout. Tu touches à tout, entouré de gens, c'est tes ressources et tu leur transmets aussi. En fait, c'est un échange de transmission. Exactement. Ouais, mais fort, hein. Fort. Et du coup, l'entrepreneuriat, au final, c'est révélation pour toi par rapport au salariat. Genre, tu te dis, waouh, c'est fait pour moi aujourd'hui. C'est révélation absolue. Je sais pas si c'est fait pour moi, mais en tout cas, j'embrasse cette carrière d'entrepreneuriat, mais avec énormément de tendresse, en fait. J'adore. Pour tout ce que ça représente. Ah ouais. J'adore. Alors, si on revient sur ton titre, parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur, le premier où tu as été en 2023 meilleure pâtissière du monde, est-ce que tu peux nous partager l'émotion que tu as ressentie si tu te remets à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu l'apprends, quoi? Alors en fait, j'y crois absolument pas. C'est complètement irréel, mais pour moi, c'était pas, c'était pas moi qu'on décernait. Ah ouais? Non, j'ai mis beaucoup de temps. Je pense que j'ai mis au moins 6 mois, voire un peu plus, avant de me rendre compte de ce que ça allait. Je pense que quel impact ça pouvait avoir. Au départ, je trouvais que c'est très chouette, c'est un grand honneur. Moi, c'était quelque chose, en fait, où j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir faire ce métier. On m'a beaucoup fermé les portes de la boulangerie. J'ai fait de la pâtisserie parce qu'on m'a fermé les portes de la boulangerie. Donc, recevoir ce titre de l'institution des boulangers pâtissiers en tant que représentant de notre métier,
ça a été incroyable. Mais pour moi, dans le sens philosophique vraiment, où je me suis dit, il y a une marche de passer. Et après, en fait, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi moi, pourquoi, etc. Et en fait, finalement... Comment ça, on t'a demandé pourquoi, toi? On t'a demandé ta légitimité qu'est-ce que j'ai à fait avoir pour... ce titre? en fait, non. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, c'est souvent dans les... Pourquoi, comment faire pour être meilleure pâtissière du monde? Ah, je vois le sens. Ok. Dans ce Qu'est-ce que t'as fait de sens-là, spécial pour l'avoir, quoi? Voilà. Mm. Et c'est là où, en fait, je me posais la question. Je me dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour l'avoir, en fait? Et donc, ouais, mais en fait, finalement, moi, je fais des desserts au quotidien, comme beaucoup de Est-ce qu'il y pâtissiers a le font. un truc spécial? Non, c'est le travail d'une vie, du quotidien. C'est pas un truc. Non, justement, mais comment? Pourquoi ce travail-là est mis en avant plus qu'un autre? Donc, enfin, quand même, c'est pourquoi, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué ce qui était vachement intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de me poser la question, etc., de poser la question aux gens, de m'interroger dessus, et finalement, on m'a dit cette authenticité. Et l'authenticité, comment? Pourquoi? Et en fait, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai fait le concours de la meilleure ouvrier de France, que j'ai raté d'ailleurs, parce que j'ai fait des choix je suis allée jusqu'au bout de certains choix qui n'ont pas payé à la fin. C'était des risques que j'ai pris, qui n'ont pas payé. Mais je suis allée au bout de mes choix. J'ai pris plaisir à le faire. Ce concours, finalement, que j'ai raté, m'a fait construire mon équipe, parce que j'ai dû recruter et me faire accompagner sur d'autres choses. Et puis ensuite, en fait, c'est l'accumulation des petites décisions, je pense, importantes que j'ai fait dans ma vie, qui m'ont permis peut-être d'avoir l'énergie, d'avoir peut-être cette authenticité qui est compliquée à déterminer et que finalement voilà qui fait de moi quelqu'un de travailleur, parce qu'en fait j'ai toujours dû travailler beaucoup pour y arriver, parce que j'étais pas faite forcément pour ce métier au départ. C'est un métier d'artisanat, ou au départ c'était pas un métier féminin. Enfin, j'ai dû beaucoup travailler pour faire mes preuves. Et t'imposer aussi peut-être. Ouais. Et puis finalement, trouver la clé pour que ça fasse plaisir à un maximum de gens. Et je pense que j'ai réussi ma mission. Si jamais ça arrive à ce moment-là de ma vie et que j'ai cet honneur-là, c'est parce que j'ai peut-être réussi une certaine mission de régaler un maximum de gourmands. Et j'ose espérer de réunir cette belle équipe qui pour moi est le plus important, qui font qu'on réunit un maximum de gourmands. Ouais, mais c'est écrit sur ton site, hein, d'ailleurs, je l'avais noté. Sur le site de la délicatisserie, il y a écrit le goût, vecteur d'émotion, de plaisir et de partage. Au final, c'est tes valeurs, mais c'est aussi les valeurs de ton équipe. Et c'est ce qui fait que derrière, enfin, toi, peut-être que tu te questionnes en tant que femme, en tant que personne qui n'est pas née en te disant je veux être pâtissière. Mais enfin, c'est mérité au global avec toutes ces valeurs qui sont mises, parce que je pense que quand tu parles d'authenticité, en fait, c'est ce qu'il y a écrit sur nenamétayer.com. C'est pas que la pâtisserie qui sont derrière ce titre. C'est vraiment, c'est ça, c'est l'émotion, le plaisir, le partage. En fait, c'est cet amour qui est, enfin, tu vois, qui est apparu et qui a fait qu'il y a eu cette petite magie en plus, en fait, hein. Ouais. En tout cas, 1000 bravo, vraiment, je t'admire de ouf. Merci. Et si on parle des célébrations, Manina, on est quand même obligé de parler de tous les sacrifices qu'il faut pour faire ce métier. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure en disant que tu te lèves à 3 du bar. Ouais. Tu te lèves à 3 heures du mat. En fait, on se rend pas toujours compte quand on voit les célébrations, Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, on te voit dans Quotidien, on te voit félicitations, t'as eu un envoyé spécial avec Élise Lucet, et puis il y a plein d'autres choses que j'ai pas vues. Célébration, c'est tellement de travail. C'est tellement de travail, tu le fais avec beaucoup de positivité, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de charge mentale aussi. T'es maman, t'as des amis, enfin t'as une vie. Enfin, toi, tu l'analyses comment, en fait, tout ça? Enfin, comment tu fais, finalement, pour arriver à conserver ta charge mentale? Et est-ce que tu peux, à faire diminuer ta charge mentale, est-ce que tu peux nous parler, justement, de l'envers du décor, en fait, un petit peu des off derrière ces célébrations? Alors, il y a parfois des moments plus compliqués, où quand on est très fatigué, c'est plus compliqué. C'est là où on a besoin de l'entourage pour prendre le relais et pour nous faire prendre conscience, parce que souvent quand on est fatigué, on n'est plus lucide, mais plus lucide envers soi non plus. Donc c'est là où j'ai de la chance aussi d'avoir une famille et un entourage qui vont me dire, ou des amis qui vont me dire, oh,
va dormir, prends du temps pour toi. En fait, je pense que l'énergie que j'ai, c'est parce que je m'estime tellement chanceuse d'être là où je suis qu'il faut que j'en profite aussi. C'est un peu à chaque étape de ma vie. Au départ, je trouvais pas d'emploi. Donc dès que j'avais un emploi, j'étais tellement contente de l'avoir, peu importe lequel c'était. J'ai distribué le direct matin, j'étais trop contente de distribuer le direct matin. J'avais des boulots comme ça où je me dis, bah, t'as de la chance de pouvoir travailler en fait. Tu relativises tout le temps. Ouais, j'essaie de trouver le petit truc cool. Et après, évidemment, c'est des choix. Et quand on fait des choix, moi, j'ai fait le choix depuis toujours, enfin depuis que je me souvienne, de vouloir m'épanouir professionnellement. J'ai fait le choix depuis toujours d'avoir une famille. Enfin, depuis ce que je me souvienne, je voulais avoir des enfants. Et donc, je viens d'une famille où les femmes sont quand même entrepreneurs, enfin où les femmes sont égales aux hommes en fait. Donc pour moi, avant de rentrer dans le milieu professionnel, je savais pas qu'il y avait une différence. J'ai eu beaucoup de chance de ça. Mais du coup, quand je suis rentrée dans le monde professionnel, j'ai découvert que c'était pas la même chose. Mais non, mais je me suis dit ils ont tort. Enfin, pour moi, c'était pas logique. Pourquoi il y aurait une différence? Et j'ai eu de la chance d'avoir été persuadée que de toute façon on était égales et que s'ils mettaient des bâtons dans les roues, du coup, ça me donnait l'occasion de les contredire parce que ces gens-là, ils étaient pas très sympas. Enfin, si on me dit que c'est pas possible, je trouvais pas ça sympa. Donc, ça me faisait plaisir de les contredire. Donc, du coup, ça me donnait encore plus d'énergie pour aller contredire. Et puis, finalement, il y a des fois où, quand je fais le choix d'avoir une boîte, de faire des enfants en même temps, de travailler le concours d'un meilleur ouvrier de France en même temps, etc., je sais que je fais un peu d'impasse sur mon sommeil, ou je fais un peu d'impasse sur des vacances, sur des week-ends. Pendant longtemps, évidemment qu'on n'a pas eu beaucoup de week-ends, de vacances ou de temps ensemble, et c'est un choix que je fais avec ma famille aussi ou avec mes amis. Mais comme il y a ce rapport de confiance, quand vraiment eux ça leur manque et quand ils ont besoin, je sais qu'ils vont venir me dire. Et à partir du moment où ils vont venir me dire, du coup, on va faire en sorte de prendre plus de temps là où il faut le mettre. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de passer le concours d'un meilleur ouvrier de France, où c'est un concours que aucune femme n'a eu, qu'il y a très peu de femmes. Rappeler, hein. Bah oui, c'est pour ça que moi c'était vraiment je voulais au moins essayer, voir ce que ça donne. J'étais enceinte de ma deuxième, j'avais un bébé en bas âge, et j'avais envie d'essayer cette aventure qui semblait inaccessible en fait pour les femmes, et de montrer aussi à des femmes que, ok, on va le faire le concours. Peu importe finalement si à la fin ça s'est bien passé. Pour moi, il s'est bien passé le concours. J'ai pas le col, j'ai pas eu le concours, mais j'ai travaillé le concours comme je voulais. Donc en fait, je pense que oui, c'est des concessions. Et je pense que quand on fait des choix, il y a toujours des concessions. Mais quand on fait un choix, si on veut arriver à la fin, ou en tout cas à réussir à son but, ça va demander des concessions, mais faut qu'on les accepte dès le début. Parce que si je voulais commencer le concours des meilleurs ouvriers de France en montant ma boîte, en ayant des enfants, en me disant tranquille, ça va bien se passer, je vais pouvoir boire des coups avec mes amis, dormir le week-end et dîner avec mon mari tous les soirs. Ouais. C'est un conditionnement, c'est un mindset. Hein. J'aurais rien réussi. Je serais triste parce que j'aurais. Et après, il y a des moments où là, je sais que on s'envisage là 2 semaines de vacances cet été, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, et on va se tenir à ça. J'adore. On était tellement inspirante, c'est un truc de ouf. Bravo pour tout, vraiment 1000 bravos. C'était trop court, mais en même temps, on a dit beaucoup de choses et j'ai passé un moment super. T'as passé un bon moment? Ouais, super moment, merci. Waouh, c'était vraiment merveilleux. Alors, je vais rappeler du coup donc ton site ninamétayer.com avec du coup tes établissements. Donc, on a une délicatisserie qui est à Issy-les-Moulineaux, on en a 2 à La Rochelle. Peut-être des prochaines. Est-ce que c'est prévu? J'espère quelques-unes qui arrivent. Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret. Okay. Mais si quelqu'un m'entend et a un plan au Mexique. Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé, mais apparemment c'est un rêve. Écoute, la vie est longue. On verra bien.
On verra bien. Merci 1000 fois. T'es ultra inspirante, vraiment. Mais pour tout le monde, en fait, pour les femmes, encore plus dans ce milieu qui est la cuisine, la pâtisserie, d'arriver comme ça à être girl boss positive, à avoir toutes ces célébrations-là. J'avais vu justement dans l'envoyé spécial avec Élise Lucet des apprentis pâtissières qui justement disaient ça. Disaient en tant que femme, c'est mon modèle. Et je pense vraiment que tu es un modèle pour beaucoup de femmes, qu'elles soient entrepreneurs dans la pâtisserie ou ailleurs, vraiment. Donc pour tout ce que tu incarnes et pour vraiment ce côté solaire que tu as, vraiment merci d'être toi. Et vraiment, c'était un immense plaisir. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va si on se fait un petit check de fin? Bien sûr. Hey!